d'une mère qui voit ce qui se passe dans notre pays, personne ne peut dire qu'il aime le pays plus que tout le reste. Personne. Nous tous, nous sommes Camerounais. Mais sauf que certains profitent de ces pays et font semblant d'être des patriotes alors qu'ils sont en train de voler. Certains veulent garder toutes les richesses, profiter et aller souvent même signer des contrats à l'étranger. Après, quand vous protestez, on vous dit plutôt que c'est vous qui voulez gâter le pays. C'est vous qui êtes l'ennemi de la République. C'est vous qui voulez allumer le feu. Regardez le discours de Biya. Paul Biya, aujourd'hui, n'est fautif de rien. Il ne regarde même pas son score. Il ne regarde même pas comment il a dégringolé. Il ne regarde pas qu'il n'a pas réussi à conduire le peuple vers la prospérité. Il ne voit pas comment est-ce que le pays n'a fait que dégringoler et est surendetté. Mais vous allez voir que ce sont nous qui critiquons, ou encore des opposants, qui veulent une certaine amélioration. C'est eux qui deviennent des hommes à abattre. C'est des ennemis de la République. C'est des gens qui veulent vendre le Cameroun à la France. Vous vous rendez compte que Paul Biya, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute ces soi-disant communicants, ces bandits qu'on a recrutés un peu partout et qui ne se démarquent que par un coefficient élevé en tant que méga ignorant, vont vous dire que Paul Biya a un problème, c'est qu'en ce moment, il doit s'occuper des Camerounais, il a fait ceci, et que voilà pourquoi est-ce que la France ne l'a pas félicité. C'est devenu que Issa Chiroma est monté par la France parce qu'il avait rencontré l'ambassadeur de la France. Paul Biya est celui qui est contre la France. À quelle heure? À chaque fois, c'est comme ça avec ce chantage que Paul Biya est panafricaniste. Et c'est ce que je parlais tout de suite. Des gens comme les Nathalie Yam et de l'autre qu'on appelle au professeur Tournesol. Voilà des gens qui vous disent qu'ils combattent la France. Et par la suite, ils vous présentent que Issa Chiroma est un agent de la France. Tu dis, yeah. Mais toi-même, tu lui dis alors que Issa Chiroma n'a pas de nationalité française. Toi là, tu as la nationalité française, pourquoi? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne prends pas la nationalité burkinabé puisque tu es panafricaniste? Pourquoi tu ne deviens pas malien? Pourquoi tu ne deviens pas nigérien? Et bon, et comme nous devons être tous, les vrais panafricanistes doivent être d'abord panarussie, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Tu leur dis que allez donc là-bas. Non. Vous vous rendez compte qu'on tue des enfants. Mais vous voyez les panafricanistes camerounais, soi-disant. Les bandicani. Vous regardez, professeur Tournesol, philosophe. Vous regardez Nathalie Yam, qui vont vous dire que les problèmes se trouvent plutôt en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais au Cameroun, Paul Biya est le meilleur. Il ne va pas en France. Donc, nous, quand on voit Paul Biya venir là en France, venir auprès de Macron, recevoir l'ambassadeur de France, on lui dit non, non, non. C'est parce qu'il est le plus grand panafricaniste. Ils n'ont pas reçu de félicitations. Pourquoi? Parce qu'en Mondovision, et la France n'est pas seule, il y a l'Union européenne. Mais vous allez voir Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Avec tout
tous ces gens-là venir vous décrire maintenant comment Paul Biya est combattu parce qu'il veut s'occuper de son peuple, parce que les Français, ils exploitent leur pays et tout et tout. Tout cela avec l'assentiment des gens comme les Natalia, qui commencent à diffuser les fake news contre une femme comme Enochon. Oh, on a dit arrêter. Oh, les terroristes, les Boko Haram, nos forces armées. Mais c'est maintenant qu'il y a ces forces armées. Tu es suisse. Si tu es suisse, tu n'es pas camerounaise. Comment tu peux parler de tes forces armées? Puisque tu arrives, tu es reçu par Paul et tu es reçu par la famille Paul Biya. Mais tu ne demandes pas la double nationalité. Que les autres se battent pour ça. Mais tu vas parler que nos forces armées. Les forces armées de ces panafricanistes, ce sont les forces armées de la Suisse. Ce sont les forces armées de la France. Ce sont les forces armées de la Russie. Dans leur propre pays, Paul Biya tue les enfants. Et la faute revient à Issa Chiroma, qui est devenu maintenant le patron, le président des Amazoniens. Il est devenu aujourd'hui le président de Boko Haram. Voilà ces panafricanistes qui sont là pour l'Afrique, qui sont là pour manipuler l'opinion. Mais soyons sérieux. Quand les gens là sont en train de dire ainsi, avec les bidjans à gauche, bidjans à droite, posez-vous une simple question. Qui a reconnu Paul Biya en 2018? Ce n'était pas la France. Bon, maintenant, allons maintenant. Puisque vous dites qu'ils veulent s'occuper de ceci et cela, qui va mendier auprès de la France? C'est Paul Biya. Le Cameroun a tout. Mais vous vous rendez compte que depuis 2021, la France offre à Paul Biya, malgré les trucages et tout ça, pour combattre les opposants. La France lui offre gratuitement 65 millions d'euros. 65 millions et demi. Prenez seulement 65 millions d'euros. C'est pourquoi faire. On va vous dire, c'est pour... ils vont, ça fait l'équivalent de 42 milliards. Plus précisément, 42 milliards, 667 millions, 205 000 francs. Agence française de développement. Paul Biya prend cet argent. Avec Ketia Koutes, avec les membres du gouvernement. Est-ce qu'ils vous disent ça? Ils se partagent cet argent. Chaque année. Pourtant, cet argent est expliqué ici dans l'hémicycle que c'est pour désengorger la ville de Yaoundé. C'est pour financer les transports en commun de 450 000 personnes par jour. Voilà pourquoi la France donne cet argent au régime Biya. Et bien tout simplement vous dire que, oh, vraiment, ceci et cela. C'est lui qui va se mettre à genoux. Et il ne dit pas au peuple camerounais où va cet argent. Avec les Ketia Koutes. Ketia Koutes est française. Mais vous l'applaudissez au pays. Elle a été placée là par qui? Et elle travaille pour qui? C'est pas elle qui fait venir les Ségolènes royales? Quand vous entendez l'association des maires de machin et tout, pour que... Mais la dernière, c'était où? C'était au Maroc. Le 13 et 14 octobre 2025. Vous vous rendez compte que 95 projets de partenariat sont financés par la même France et se partagent cet argent.
Et ils courent, ils disent que oh, on est des panafricanistes. Quand vous regardez un certain nombre de choses, prenons même la dette. En 2007, le même Paul Biya est parti, on ne sait pas ce qu'il a vendu. On a seulement appris que le club de Paris a effacé la dette. Qu'est-ce que Paul Biya a donné à la France? Vous êtes au courant? Vous dites seulement que les accords, il a rompu les accords coloniaux. Mais entre-temps, est-ce que vous savez à combien s'élève la dette que Paul Biya est parti prendre auprès des banques françaises? Et comment c'est remboursé? Et à quel intérêt? Est-ce que vous savez que c'est la France qui couvre tous les assassinats que Paul Biya commet contre son propre peuple? Vous entendez parler de la guerre aux nozons. Les hommes et les femmes sont en brousse. Est-ce que vous savez que le régime Biya bénéficie de l'assistance humanitaire pour les populations décimées du Nozo? Et ça vient de la part de la France depuis 2017. Où va cet argent? Pourtant, je vous fais comprendre que lorsqu'il faisait tout ça, il y avait le ministre Adoum Garwa, un autre nordiste, qui était en train de signer ces accords-là. Je peux vous dire à combien ça vous revient. Lorsqu'ils ont signé, c'était avec Jean-Baptiste Lemoyne. Et Adoum Gargoum plutôt, excusez-moi, il est ministre délégué de la coopération et je crois que chargé du monde islamique. On ne vous dit pas là où va cet argent qu'ils prennent en France. Ils prennent pour ce soutien aux nordistes. En 4 ans, ils ont pris 500 millions d'euros. Allez demander aux nordistes s'ils ont reçu un centime. 500 millions d'euros, j'ai converti ça, ça donne 327 milliards. 978 millions, 500 000 francs CFA. Ça, c'est le plan d'assistance humanitaire du Nozo. On continue. Et il y a une autre aide humanitaire. Parce que les bidjans à gauche, bidjans à droite, ils ne viennent pas vous dire que ces gens vendent notre pays pour des assistances et ils prennent de l'argent. Nous ne savons pas ce qu'ils ont déjà vendu. Parce que on ne peut pas vous offrir tout ça comme ça, là, gratuitement. Non, non, non. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Mais le problème, c'est que on ne nous dit pas ce que Paul Biya offre en retour. Je prends donc, en 2017, l'aide humanitaire que la France a versée à Paul Biya. C'était 2,8 millions d'euros. Quand on convertit, ça faisait 1,8 milliard plus 1,6 milliard, c'est-à-dire 2,3 millions d'euros. Ils ont appelé ça les actions du HCR. Donc on dit que c'est l'humanitaire, la France s'occupe de ça à 75% dans l'État camerounais. C'est bon. Ils ont créé, parce qu'il faut demander les comptes au régime Biya. Ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Ce qu'ils font avec cet argent-là. Et quel contrat? Pourquoi est-ce qu'ils ont caché ces contrats-là? Pourquoi ils vous cachent? Ils cachent au peuple camerounais ces contrats-là. Je prends un autre exemple. Pour la santé.
Donc, il finance ça à travers le Fonds mondial. La France a versé au Cameroun, entre 2015 et 2017, d'abord, une première partie, 189 milliards de francs CFA, c'est-à-dire que 288 millions d'euros. Vous constatez que nos hôpitaux, vous continuez à payer tout, les examens, les enfants et tout ça. C'est l'assistance qu'ils ont donnée, assistance humanitaire pour des mamans et consorts et tout. Et ils ont ajouté 189 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 164 millions d'euros. Et ça, le Cameroun a reçu ça de 2018 à 2021. Parce que les autres chiffres, ils n'ont pas publié. Ça, c'est ici que moi, je découvre ça. Que Paul Biya a reçu tout cet argent avec tous les ministres, avec les Ketia Koutes, avec le ministre de la Santé. Mais vous voyez qu'ils viennent se soigner ici. Qu'il n'y a pas les couveuses dans les hôpitaux. Mais ils vont vous dire que dès que vous allez les coincer, ils vont dire que vous savez, oh vraiment, quand la France va partir, oh non, non, vous savez que comme Paul Biya veut nous aider, c'est lui, vraiment, et tout. Cet argent va où? Il y a, par exemple, ce que l'on appelle Alliance Gavi. Est-ce que vous savez que depuis 2001, le régime Paul Biya reçoit 120 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 185 millions d'euros, 184 millions d'euros. Allons donc vers ce côté-là. Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on nous manipule. Cet argent, ce n'est pas Issa Choroma qui a eu ça. Ce n'est pas Ngono qui a eu ça. Ce ne sont pas les gens de la diaspora qui ont eu ça. C'est Paul Biya et son régime qui ont bouffé l'argent des Français pour vendre on ne sait quoi, et le sous ou quoi. Et après, ils viennent vous dire, ils viennent après, dès qu'ils finissent d'encaisser l'argent, ils vous disent que on vous cède les rails pour un franc symbolique. Et ils vous disent un franc symbolique, c'est-à-dire qu'ils vous disent que la France est venue payer quelque chose à un franc, mais derrière, ils ont pris des milliards. Quand Paul Biya partira, vous allez vous rendre compte que il a vendu tout notre pays. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Vous allez vous rendre compte que ce monsieur a vendu tout notre pays. On continue d'ailleurs que le Cameroun, la France est le troisième client. Le Cameroun est le troisième client de la France. Enfin, ou bien la France est le troisième client du Cameroun. Mais vous allez voir certains chiffres, par exemple, de la dette. Est-ce qu'on vous a dit que nous sommes hyper endettés auprès de la France? C'est-à-dire qu'on vous donne les cadeaux et on vous donne encore des dettes. Et ces dettes-là, vous ne faites rien avec. Vous ne rendez pas compte au peuple camerounais. Rien que quand je vois tout simplement que ça, c'est l'Institut national des statistiques qui donne ces chiffres, qui a mis parcours. Ils n'ont pas tout pris. Ils disent que le Cameroun doit à la France 912 milliards 400 millions de francs CFA. Voilà. Et maintenant, les faux panafricanistes, c'est-à-dire que les Niam, les Bandikani, les consorts, ils vont vous dire que, vous savez, le président Biya, il n'a pas vendu, et vous savez, nos terres sont là, vous savez, la Côte d'Ivoire est tellement endettée, tout appartient à la France, et le président Biya, lui, notre pays n'est pas endetté, etc. Le Cameroun
parmi les 14 pays anglophones, est numéro 1 au niveau de la dette auprès de la France dans les 4 dernières années. Ce n'est pas Ouattara. Ce n'est même pas Macky Sall qui est parti. C'est Paul Biya. Je vais vous donner dans le classement. Les pays francophones, donc, qui doivent des dettes à la France. Je n'ai pas pris les derniers résultats. Ça, c'est ce qu'ils ont publié eux-mêmes. Cameroun en tête. 1370 millions d'euros, calculés en francs CFA. La Côte d'Ivoire vient en deuxième et non en première position. Et on voit ce que la Côte d'Ivoire fait avec son argent. Les routes, les ceci, les autoroutes, les ponts. La Côte d'Ivoire, 1279 millions d'euros. Le Sénégal, en troisième position, 908 millions d'euros. Le Gabon, en quatrième position, 399 millions d'euros. Le Burkina devait 202 millions d'euros. Ils ne doivent même plus un centime à la France. Le Mali, 167 millions d'euros. Le Congo, en septième, 164 millions d'euros. Le Niger, 102 millions d'euros. Le Tchad, 9e, 101 millions d'euros. Le Bénin, 24 millions d'euros. Dites-moi. C'est Ouattara qui vend son pays à la France ou c'est Paul Biya? Je veux que les faux panafricanistes là me disent. Qui va rembourser cette dette-là? Vous partez mendier. Et quand vous voyez, par exemple, le programme CD2, qui prend l'argent là-bas? C'est Ketia Koutès. Le programme CD2, c'est pour le développement, pour les voiries, pour rendre les capitales belles. C'est la France qui finance ça. Qui donne à Ketia Koutès? Ketia Koutès vient, elle vole. Elle va tout simplement dans son village là-bas. Elle cherche à faire quelques petites routes là. On applaudit. Wow, 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 wow. Mais c'est un argent qui est destiné à tout un pays. Mais elle détourne ça. Et le régime Biya, au lieu de dire la vérité au peuple camerounais, Abidjan qui est un ignorant patenté, que nous vivons sous la dette et nous avons vendu le Cameroun à la France. Et bien plutôt vous dire que non, parce que Paul Biya, vraiment, il va déjà quitter, il est ceci et cela, il est panafricaniste, il est ceci. C'est pas possible. Un ministre vient au Cameroun, il n'est même ministre délégué. Nous étions en 2024 là. Combien de ministres étaient assis devant lui pour mendier? Presque tous les ministres camerounais. Il y avait Moutazé, ministre des Finances. Il y avait celui de l'économie là. Il y avait celui des mines de l'eau et de l'énergie. Donc Gaston Elundou. Donc Ousmane May. Ils étaient assis devant le monsieur Afrique de l'AFD, Christian Yoka, pour suppléer. Il y avait même Achille Basileken. Il y avait le représentant de la Sodécoton et des ADC. Tout ce monde-là était là pour vendre notre pays. Aujourd'hui, c'est ça le danger. C'est pour Biya s'en va là. Est-ce que vous savez que nous sommes au bord de la faillite? Nous sommes au bord de la faillite. Le Cameroun est hyper endetté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que on préparait l'élection présidentielle,
Vous avez vu, le FMI a commencé à pomper de l'argent. Qui va rembourser cet argent? Est-ce que vous avez déjà vu un pays à qui on prête de l'argent alors qu'il est déjà surendetté? Vous vous rendez compte, nous sommes déjà à 14 000 milliards 447 millions de dettes. Une élection arrive. Le FMI se met encore à donner des dettes. Et vous dites que vous êtes un pays souverain. Vous dites que vous êtes un pays souverain. Vous ne savez pas. Ils disent même, oh, les États-Unis, taisez-vous. Hein? Nous, quand on va faire ceci, vous allez voir, c'est que... Mais vous courez devant l'aide française du développement. Vous courez devant le FMI. Vous courez devant la Banque mondiale. Où est votre souveraineté? Vous savez quoi? Qu'est-ce que Paul Biya vous a donné? Qu'est-ce que Paul Biya a donné à notre pays à part ces dettes-là que nous devons rembourser? Je vais vous lire un article très intéressant sur ce qui vous attend. Parce que vous êtes en train de danser là. Vous ne savez pas que demain ou après-demain, on va vous dire que le pays là ne s'appelle plus Cameroun. On va donner un autre nom. Vous allez voir les Chinois arriver. Vous connaissez la dette du Cameroun envers la Chine? Est-ce que vous savez que le Cameroun a remboursé seulement l'année dernière 1344 milliards de dettes? Donc on s'endette pour payer les dettes. Et on repart prendre la dette pour payer la dette. Et on repart prendre la dette pour payer la dette. Et en jetant le petit argent qu'on dit par exemple que ici, vous pouvez faire un petit projet. C'est pour ça qu'aucune route n'est finie. Vous dites que Paul Biya doit attendre là qu'il va faire ceci et cela jusqu'en 2035. Il n'y aura rien. Voilà le scandale. Un panafricaniste ne peut pas faire ça. Vendre son pays au FMI. Le Cameroun a été vendu par Paul Biya au FMI. Voici. Écoutez cette analyse de Jean-Paul Ougala. Il a fait une très bonne analyse sur le FMI et sur les dettes du Cameroun. Que vous dites là que c'est un pays souverain. Le Cameroun est vendu. Suivez. Question. Comment Paul Biya a payé son jet pour se rendre à Genève en pleine campagne électorale? Réponse. C'est Washington qui a payé. Pire, Washington a payé la note sans que Paul Biya ait à expliquer en quoi son séjour en Suisse serait profitable pour les Camerounais. En 2023, le FMI a mené un diagnostic sur la gouvernance et la corruption au Cameroun, dont je vous mets la copie du rapport de 128 pages en pièces jointes. Le rapport dit clairement que le Cameroun est mal géré et donne même les raisons de la sévérité d'un tel jugement. 1. Faiblesse des institutions de contrôle, pas de reddition des comptes. 2. Manque de transparence dans les marchés publics. 3. Risque élevé de détournement des fonds prêtés par les bailleurs internationaux. Donc, ils prêtent de l'argent à Paul Biya, mais ils disent quand même que risque élevé de détournement des fonds prêtés par les bailleurs de fonds internationaux. On continue. Question. Pourquoi, selon le FMI, les projets de Paul Biya, les projets que Paul Biya fait financer par le FMI posent problème? Réponse. Il y a une absence de mécanisme de reddition de comptes efficace. Mais aussi et surtout, on constate une faible implication de la société civile dans le suivi des projets. Et le manque de rigueur du président camerounais a conduit une sorte de tolérance institutionnelle envers les pratiques clientélistes d'après le FMI.
Ces critiques du FMI montrent que le financement international est sans contrôle rigoureux au Cameroun, ce qui renforce un système corrompu, toujours selon le FMI. Mais quand on est si sévère contre le bilan de quelqu'un, la logique voudrait que la prochaine fois qu'il vient vous demander de l'argent, que vous refusiez de le faire. Ce n'est pas ce comportement logique que va adopter le FMI. Il y a 2 mois, le 24 juillet 2025, c'est-à-dire moins de 2 mois avant les élections présidentielles du 12 octobre 2025, le conseil d'administration du FMI, Fonds monétaire international, a approuvé le versement de 82 milliards de francs CFA, soit 148 millions de dollars. Il s'agit d'un nouvel appui budgétaire qui fait suite à la conclusion satisfaisante de la 8e revue des programmes du Cameroun avec le FMI. Ce jour-là, le FMI explique cette décision de prêter la somme de 570 milliards de francs CFA du FMI en 5 ans comme versement pour soutenir le Cameroun dans ses efforts de stabilisation budgétaire. Donc le Cameroun doit stabiliser son budget. À quelques jours, à quelques mois, 2 mois de l'élection. Donc imaginez, donc le FMI avait déjà réglé avec Paul Biya que tu ne quittes pas le pouvoir. Voilà la vérité. Parce que tu es notre client. Parce que tu nous vends le Cameroun. Parce que plus nous te donnons les dettes, quand tu ne seras pas là, on va tout prendre. Vous comprenez? Voilà la logique des soi-disant faux panafricanistes. Après Biya, le FMI va tout prendre. Comme ça s'est passé, comme ça en fait s'est passé avec le Sénégal. Hein. Il y a une dette cachée que le FMI ne montrait jamais. C'est après le départ de Macky Sall que maintenant le FMI dit qu'il y a une dette qui était cachée. Donc vraiment, on ne peut plus, on va faire ceci, vous allez, on va couper ceci, on va couper cela. Bref, le Sénégal est déjà sous biberon et peut même être racheté par le FMI. Paul Biya, lui, il a déjà vendu le Cameroun. Continuons. Durant ce mois d'octobre 2025, nous sommes en octobre 2025 là maintenant, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, le FMI a donné à M. Biya un nouveau prêt de 45 milliards de francs CFA, environ 73 millions de dollars, dans le cadre de la 3e revue de programme en cours. Ces différents prêts du FMI, même pendant la plus importante des élections au Cameroun, à un président que le même FMI traite de tous les adjectifs négatifs et que nous verrons avec plus de détails plus loin dans cette leçon, démontre clairement que pour le FMI, Paul Biya n'est pas tenu de justifier ses actes, ce qui explique pourquoi tant d'abus de pouvoir et surtout des détournements de fonds prêtés par ce prêteur des dernières instances qu'est le FMI, c'est-à-dire qui ne prête que lorsque tous les autres prêteurs ont refusé de prêter le moindre centime à un pays et qui favorise au grand jour les pratiques clientélistes que nous connaissons tous de la gestion du pouvoir par M. Paul Biya. Le FMI a prêté plus de 220 millions de dollars au Cameroun dans l'année électorale 2025, répartis sur plusieurs tranches et mécanismes, ce qui engage forcément le prochain président. Vous comprenez, non? Ce qui engage forcément le prochain président. À moins que le FMI n'ait pas pris une telle décision, parce qu'il a déjà acté que M. Biya serait reconduit au poste de président du Cameroun, quels que soient les résultats dans les urnes. Donc, vous voyez que les gens nous disent que oh, les Occidentaux veulent enlever Biya. Mais vous voyez qu'avant l'élection, le FMI avait déjà validé Paul Biya.
leurs clients. C'est pour ça qu'ils donnaient de l'argent. Et après, on va dire que c'est un panafricaniste. Vous avez vu les nouveaux dirigeants de l'AES, quand ils sont arrivés, ils sont sortis du FMI. Vous voyez, actuellement au Burkina Faso, on construit les péages. Le Cameroun n'a pas de péages modernes. On construit les péages, on a payé toute la dette. Pourquoi Paul Biya ne fait que prendre les dettes dans un organisme occidental? Et vous dites qu'il est souverain? Continuons. L'absence de transparence que dénonce le FMI a empêché les citoyens camerounais, les médias ou les institutions de contrôle de détecter les irrégularités. Et puisqu'il est naturel que la corruption prospère dans les zones d'opacité, là où il n'y a ni contrôle, ni sanction, ni obligation de rendre des comptes, on peut conclure que le FMI a dispensé M. Paul Biya de la reddition des comptes égale transparence plus responsabilité plus contrôle et mathématiquement pas de reddition des comptes égale terrain fertile pour la corruption. Ici, ça veut dire quoi? Quand vous entendez que le neveu de Biya est parti au FMI prendre 100 milliards, lui Paul Moutazé. Pourquoi il a mis Moutazé aux finances? Lui qui ne s'y connaît pas, qui est littéraire. Pourquoi il l'a mis là-bas? Parce qu'il arrive avec les cadres du FMI, ils font moitié-moitié. Bon, vous nous donnez de l'argent, vous gardez ça, on se partage, et puis l'autre, on arrive, on paye un peu, quelques salaires, et après, on revient prendre une autre dette. Voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi aucun projet, c'est-à-dire que vous allez entendre que on a dit que telle route doit être financée à tel nombre de milliards. Le FMI débloque ça. Ils arrivent. La route ne commence même pas. 6 mois après ou 1 an après, ils repartent au FMI prendre encore un prêt pour la même route. C'est pour ça que vous voyez que l'autoroute Yaoundé-Douala qui était au départ à 350 milliards, et elle a 410 milliards, et elle a 600 milliards. Maintenant, c'est 1000 milliards. Parce que rien, et on vous dit, ils segmentent donc ça, ce qui n'existe dans aucun autre pays au monde. Vous allez entendre phase 1, phase 2 du financement, phase 3, phase 4. Mais entre-temps, on a débloqué la totalité d'argent de la même route. Ils reviennent l'année prochaine. Ils repartent prendre un autre crédit. Ils repartent encore prendre d'autres crédits. Et tout ça en marge de ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. C'est-à-dire que le Cameroun est l'un des rares pays où vous partez directement. C'est-à-dire que Louis Paul Moutazé, vous entendez tout simplement qu'un décret a été signé par le chef de l'État qui engage une nation. On vous dit qu'il est parti prendre un crédit de 200, 300 milliards à la Banque mondiale. La loi et la logique demande que cela passe d'abord par l'Assemblée nationale et que cela figure dans la loi des finances. Non. Ce n'est jamais inscrit dans la loi des finances. Vous constatez tout simplement qu'il y a un prêt qui a atterri comme ça, boum, ce n'est pas passé, on n'a même pas discuté de ça à l'Assemblée, vous ne savez pas à quel endroit ça se situe. Ils mangent ça. Voilà votre panafricaniste qui a vendu le Cameroun. Il n'y a plus rien là. D'ailleurs ici, il dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est écrit dans le rapport du FMI sur le Cameroun. Dans le rapport 2024, dont voici un extrait de la page aussi 18 intitulé « Rapport technique Cameroun, diagnostic de la gouvernance et de la corruption ». C'est le FMI qui écrit ça. Rapport technique Cameroun, diagnostic de la gouvernance et de la corruption. Et tous les jours, Paul Biya vient se dire là, pour ceux qui ne connaissent la foi, ils rendront gorge. On entend ça depuis
14 ans. Personne n'a jamais rendu gorge. Parce que Paul Biya sait que son neveu Chantal et Vondayolo se partagent cet argent avec les Occidentaux. Et vous venez nous dire que c'est un panafricaniste. Il ne va pas dans les... Il ne peut pas... Pourquoi il n'a pas créé la banque que vous dites que c'est Kadhafi qui devait créer ça? Mais Paul Biya, donc, il attendait seulement l'argent de Kadhafi. Ici donc, on écrit section 1, état de corruption, de la corruption. Faiblesse de la gouvernance et vulnérabilité face à la corruption. Voici ce qu'écrit le FMI sur la gestion financière du Cameroun par Paul Biya. Lors de son discours à la nation, pour célébrer la nouvelle année 2023, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a décrit la corruption comme l'un des deux fléaux auxquels le pays est confronté. 4. L'évaluation des spécialistes du domaine concorde avec les témoignages des citoyens ayant été en rapport avec des agents publics quant à l'état endémique de la corruption. Selon le dernier sondage de l'Afrobaromètre 2022, plus de la moitié des individus ayant eu affaire à la police camerounaise au cours des 12 derniers mois ont payé un pot de vin, au moins une fois, soit pour obtenir l'aide de la police, 63%, soit pour éviter d'avoir des ennuis, 52%. Il en est de même pour plus de la moitié des individus qui ont essayé d'obtenir des documents officiels, 52%. Pour un tiers, 36% de ceux qui ont sollicité une aide dans une école publique. Et pour un quart, 26% des personnes qui ont reçu un traitement médical. Il faut payer, il faut corrompre. Voilà le pays de Paul Biya. Dans une grande majorité, les personnes qui ont été contraintes de verser des pots de vin indiquent ne jamais avoir signalé ces cas de corruption. 8 Camerounais sur 10 affirment que les citoyens ordinaires risquent de représailles ou d'autres préjudices s'ils signalent des actes de corruption aux autorités. Donc si vous partez vous plaindre que quelqu'un est corrompu, c'est vous qui allez en prison. 2 tiers, c'est-à-dire 66% des Camerounais déclarent que la corruption a augmenté dans leur pays au cours des 12 derniers mois de 50%. Sont d'avis qu'elle a beaucoup augmenté. Et vous allez développer un pays avec quoi? Émergence en 2035, tout est corrompu. On vole tout. Les lignes 94, 65 et tout ça, 57. C'est bon. Selon le dernier rapport de la CONAC, qui avait déjà indexé les hommes des hommes, mais c'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite, et bien évidemment, l'autre bandit d'Atangadi qui était indexé. C'est eux qui sont au palais. Publié le 23 septembre 2022, le préjudice financier pour l'État, impunité à la corruption, a plus que doublé. De 2020 à 2022, passant de 17,611 milliards de francs CFA en 2020 à 43 milliards 947 millions de francs CFA en 2021. Sur la base d'une analyse des dénonciations et des enquêtes, ce même rapport identifie les secteurs les plus en proie avec la corruption, à savoir le transport routier, les affaires foncières et les forces de maintien de l'ordre. S'en suivent de près l'administration des finances et de la justice et le ministère des marchés publics. Ici, le Fonds monétaire parle des détournements du Covid. Ici, le Fonds monétaire international parle des milliards qui sont détournés à la présidence. Ici, le Fonds monétaire international parle des schémas de corruption qui ont été mis en œuvre par le régime Biya pour Glencore et qui a 30 milliards qui se sont partagés au palais. Ils indexent les responsables de la SNH et de la Sonara qui ont vendu des contrats aux sociétés. Donc, vous vous rendez compte? Vous dites que Paul Biya est panafricaniste, hein? Glencore et tout ce qu'on est en train de décrire ici. Tout le sous-sol, les minéraux, le pétrole, le gaz camerounais sont déjà vendus. Vous allez donc dire quoi? Lorsque nous avons un tel rapport où on vous dit que
Biya prend 570 milliards auprès de la Banque mondiale. Et en fin de compte, il ne résout aucun problème. La seule chose qui reste, c'est que, bien évidemment, le Cameroun est actuellement hyper endetté et que le Cameroun doit rester sous le contrôle financier et rigoureux du FMI, de la Banque mondiale, et que le Cameroun doit continuer à prêter. On dit maintenant que le Cameroun a régressé par rapport aux années 1980-1990, ou plus précisément 1988. Dès que Paul Biya a commencé à adopter les plans d'ajustement structurel, il avait dit « je n'irai jamais à la Banque mondiale ». Voici donc Paul Biya qui est au niveau de la Banque mondiale et les leçons à tirer. Pourquoi est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai lu ça? Parce que les gens qui vous mentent là, que Paul Biya est panafricaniste, eux-mêmes sont des corrompus. Il suffit de faire un peu de recherche et tu découvres que nous n'avons plus rien. On ne vit qu'aux dépens du FMI. Est-ce que vous savez qu'avec ce nouveau mandat, c'est lui Paul Moutazé qui a même dit que pour qu'on paye les salaires des fonctionnaires, l'État du Cameroun doit s'endetter à hauteur de 2600 milliards. Sinon, c'est la banqueroute. 2600 milliards. Ils vont prendre ça où? La France est endettée, ils reviennent encore s'endetter en France. Ils repartent au FMI. Et quand on dit à Biya que tu n'as pas gagné l'élection, que tu as triché, tu vois les gens à gauche et les gens à droite, tu vas voir les Bandakani qui sortent des mandibules pour dire que vous n'avez aucune leçon à nous donner, nous sommes un pays souverain, nous sommes ceci et cela. Il suffit qu'on coupe seulement bas. Si ces pays disent que ils coupent tout simplement les vivres, s'ils disent tout simplement que Biya, tu es fini, il ne va plus vous payer. La ligne 94 ne va plus fonctionner. 65. Les militaires ne seront plus payés parce que la production du pétrole a baissé. Et Paul Biya était incapable de reconstruire même la Sonara et tout ça. Et là, vous partez encore provoquer la guerre au Grand Nord. Les recettes doivent donc diminuer. Avec votre orgueil. Et vous dites que vous pouvez vivre dans les régions du centre et du sud. Parce que vous misez sur le port qui est à Douala. Qui va produire quoi? Qui ira encore au nord? Qui va faire quoi? Vous n'avez même pas de route. Mesdames et messieurs, tout ceci nous amène tout simplement à dire que c'est de la comédie, on ne peut pas faire des chantages à ceux qui vous tiennent la bourse. Le Cameroun n'a rien dans ses poches. Le Cameroun n'a plus rien dans ses caisses. Le Cameroun s'est super endetté à cause des guerres. Notre budget est actuellement à terre. Et si les gens continuent donc à vous dire que Paul Biya peut tenir tête à la communauté internationale, c'est que ceux-là ne connaissent vraiment pas la géopolitique. La communauté internationale aujourd'hui tient Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui tient la communauté internationale. Et aujourd'hui, Paul Biya ne peut pas faire un grand poids. J'ai vu des gens
de se gargariser. Vous volez une élection. Et vous dites que les autres n'ont pas à venir vous donner une leçon. Ah! Cela veut dire que vous n'avez rien retenu de la leçon de Gbagbo. J'ai dit que, vous dépendez d'eux financièrement. 2, vous commettez des dégâts. 3, vous pouvez être jugé. Ce régime peut être jugé à tout moment. Et c'est ce que Issa Chiloma est en train de calculer, de faire. Vous êtes en train de le voir calme. Certains sont en train de se moquer. Oh, il a fui le pays. Oh, il a fait ceci et cela. Oh, vraiment, nous voici ici à tout dire. On a prêté serment. Oh, ici c'est le vrai palais. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas le mouton du Nord qui est dans la brousse là, qui est au Nigeria, qui est ceci et cela. Oh, on a prêté serment. On attend aussi sa part. Ah, vive Paul Biya. Cela veut dire tout simplement que vous n'avez même pas compris les enjeux. Issa Chiloma a réussi tout au moins à se mettre à l'abri. Et puis il a poussé le régime Biya à se découvrir devant le monde entier. Ce n'est donc pas une affaire de que c'est la France qui veut l'installer. Non. C'est qu'il a montré au monde entier que, vous voyez, les gens que la France est en train de soutenir, que les États-Unis sont en train de soutenir, c'est eux qui font de la torture. Et comme tel, c'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes contre l'humanité. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, une crise post-électorale, comme on dit que ça a emporté Gbagbo, c'est venu de quoi? C'est venu des tueries. Biya a cru que nous étions en 2011, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. On mentait. Biya a cru que nous étions en 2004, ou bien en 92, quand il écrasait Frunzi. Mais non. Nous sommes en 2025, où tout était filmé. Et quand c'était filmé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des hommes en tenue tirer des armes létales. Or, tout ceci est interdit par le droit international. On a sorti des chars de guerre en pleine ville. Voilà pourquoi est-ce que la France ne pouvait plus féliciter Paul Biya. Parce que la France était prise la main dans le sac. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque Paul Biya lance la guerre contre le Nozo, il aura l'appui logistique de la France, tout comme aussi le matériel de guerre, c'est-à-dire que le matériel militaire, les chars, seront livrés à Paul Biya. Et ces blindés, on les appelle les bastions. Ils ne doivent pas être utilisés contre les civils. Les bastions sont des engins blindés qui sont fabriqués par une société française.
Je crois que ça doit s'appeler Akhmat. Akhmat. Tu ne peux pas utiliser ces engins contre les civils. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ces engins avaient déjà été utilisés au niveau de l'extrême nord contre Boko Haram. Et des rapports sont partis. C'est en ce moment que les Américains ont démissionné. Ils ont dit, nous on vous laisse là, parce que les satellites montraient comment il y avait ces chars qui se déplaçaient. Paul Biya avait acheté, commandé ces chars blindés, je crois à 25 millions d'euros. C'était déjà en 2015, où on devait lui livrer une partie de ces chars. Parce que Akhmat est une filière de ou ACUS. Dans le droit international et même l'Union européenne, parce que quand les gens voient qu'on ne félicite pas Paul Biya, c'est parce que l'Union européenne s'est retrouvée dans des problèmes avec les rapports qui ont été donnés que Paul Biya avait effectivement reçu 23 de ces chars et qu'il les utilisait contre son peuple. Il n'y a pas très longtemps encore, vous avez vu, le régime Biya était à l'ONU, toujours contre la torture. Mais cette fois-ci, vous et moi avons vu comment on tirait sur les manifestants. Et les gens les ont maintenus. C'est eux-mêmes qui ont filmé. C'est eux-mêmes qui ont filmé la scène. Or, lorsqu'on voit certains chars, parce que les gens croyaient que les chars viennent seulement d'Israël, non. Paul Biya est parti commander ça en France. Paul Biya, quand vous dites que il ne veut pas de base militaire française, il est parti commander les chars de guerre pour venir jouer et tuer son peuple. C'est en France. Et il a été livré via les Américains qui sont installés en Afrique du Nord là. Parce que la France ne pouvait pas directement délivrer. Pourquoi est-ce que la France ne pouvait pas délivrer? Parce qu'il y a un article qui stipule que, de l'Union européenne, qui dit que les transferts d'armes, les pays doivent empêcher les exportations de technologies et d'équipements militaires qui peuvent être utilisés à des fins de répression interne. Selon le même traité sur le commerce des armes, ce qu'on appelle le traité commerce des armes, c'est le TCA, ils disent la France devrait cesser, la France devrait cesser de transfert d'armes au Cameroun si la connaissance que le matériel peut servir à des attaques contre les civils, les biens de caractère civil ou d'autres crimes de guerre. Si tel n'est pas le cas, la France sera complice des crimes de guerre, des violations des droits humains. Donc la France est dans une mauvaise position. Avec l'orgueil de certains qui sont là, dès qu'ils mettent la tenue, ils se mettent à tirer sur des gens et monter sur des chars. Comment vous pouvez monter sur le char en pleine ville de Douala? Les chars de guerre. Vous êtes en guerre contre votre peuple, contre les civils. Voilà donc ça.
disent là, oh, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas nous attaquer, on ne peut pas... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il a été prouvé, document à l'appui, que Biya n'a pas remporté l'élection, qu'il a triché l'élection. Au lieu de ça, au lieu de calmer les tensions, il a engagé la répression. Comme s'il était au-dessus du droit international. Et les gens vont dire que non, vous savez, oh, la Gambie n'est pas le Cameroun, hein, puisque Adama Barrow, quand il a remporté l'élection, allez, Yaya Jammeh lui a dit que, allez, tu ne vas pas devenir président, c'est moi qui suis ici. Ça a pris le temps que ça a pris. En décembre 2016. Mais quelques temps après, dès que la communauté internationale a ouvert les yeux, Adama Barrow a fui. Adama Barrow a fui. C'était la même chose avec Gbagbo. Beaucoup aujourd'hui rigolent que, oh, il avait dit qu'il a l'armée royale. Gbagbo avait toute l'armée. Quand vous vous dites, aujourd'hui vous êtes en train de vous moquer, que l'autre, où est donc son armée royale? Est-ce que d'abord au début, Ouattara avait l'armée? Que les choses se gâtent. Et que la communauté internationale, parce que là, c'est la France qui soutenait Paul Biya. L'Union européenne, derrière la France, soutenait Paul Biya. Les États-Unis soutenaient Paul Biya. Donc, comme Paul Biya est plus fort que lui qui a fini là, lui qui n'a plus d'argent là, lui qui n'a pas d'argent, il n'a rien. Et de surcroît, il y a des crimes contre l'humanité qui ont déjà été faits. Il y a des tortures, il y a des enlèvements. Et vous croyez que tout cela, c'est tout simplement de l'eau versée sur les plumes du canard? Ah non. Personne n'est fort devant la communauté internationale, surtout quand on est un pays pauvre, très endetté. On peut bien parler, on peut bien se vanter, on peut être âgé, mais on finit par être humilié. À titre de rappel, écoutez ceci. La télévision ivoirienne, fidèle à Ouattara, a diffusé ces images de Laurent Gbagbo quelques minutes après son arrestation. Le président sortant a l'air fatigué. Il aurait été examiné par un médecin. Sa sécurité et celle de sa famille sont assurées par des gendarmes de l'ONU. Une page se tourne en Côte d'Ivoire. L'arrestation de Laurent Gbagbo a eu lieu après de violents combats qui ont meurtri Abidjan pendant des semaines. Le camp Ouattara appelle au ralliement des forces fidèles à Gbagbo et promet qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le président sortant et sa famille ont résisté 12 jours, enfermés dans le bunker de la résidence présidentielle. Ils ont été ensuite emmenés après leur arrestation à l'hôtel du Golfe, le fief des pro-Ouattara. Une question reste en suspens. Qui a arrêté le président sortant? L'entourage de Laurent Gbagbo affirme que ce sont les forces françaises, mais le ministre de la Défense, Gérard Longuet, reconnaît juste un soutien de la mission Licorne et de l'ONUCI. Peu de temps après l'arrestation, le président français Nicolas Sarkozy a longuement téléphoné à Alassane Ouattara, un président ivoirien qui va devoir pacifier désormais un pays déchiré. C'est un jour historique pour le pays. Jeudi, en fin d'après-midi, le nouveau président est arrivé à Banjul. Plusieurs centaines de partisans l'attendaient sur le tarmac. I'm here to welcome my president. We are expecting that to create a lot of jobs for the youth, so that employment rate will go higher and higher. C'est l'épilogue d'une crise politique qui a commencé début décembre. Adama Barrow remporte l'élection présidentielle, mais son prédécesseur Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. Craignant des violences, Adama Barrow se réfugie au Sénégal
C'est à l'ambassade gambienne à Dakar qu'il est investi président. Les tentatives de médiation s'enchaînent. C'est après un dernier ultimatum de la CEDEAO que Yahya Jammeh a finalement quitté la Gambie le 21 janvier dernier. C'est ça. Ce qui arrive dans la maison de la poule arrive toujours dans la maison du canard. Ceux qui aboient aujourd'hui, et qui d'ailleurs n'ont pas compris le message des États-Unis, qui ne réfléchissent pas que comment se fait-il que le Cameroun ne reçoive pas le soutien de la communauté internationale, y compris d'Israël, puisque les gens qui gardent Paul Biya, c'est le pire, c'est les Israéliens. Ils devraient être les premiers à féliciter Paul Biya, d'autant plus que Paul Biya, c'est le seul avec l'Érythrée, le seul pays africain à n'avoir pas reconnu la Palestine. Mais Israël a reculé. Israël a reculé. Posez-vous donc des questions. Que le pays vers lequel chaque trimestre Paul Biya rembourse 141 milliards, c'est-à-dire la Chine, les prêts. La Chine félicite tout le monde. Mais la Chine n'a pas félicité Paul Biya. L'Inde n'a pas félicité Paul Biya. Son voisin, le plus puissant, le Nigeria, n'a pas félicité Paul Biya. Surtout encore l'Afrique du Sud. Là où Paul Biya allait souvent, on lui donnait même des cadeaux, des épées, des chevaux, des ceci et cela. Rien. Rien de toute l'Afrique de l'Ouest. Rien de toute l'Afrique du Maghreb. Tiens, tiens. Et certains disent, ah, on a eu les félicitations des États-Unis. Or, là-bas, il y a une différence entre le fait que les États-Unis ont pris note, non seulement de ce que Paul Biya a braqué, mais surtout de qu'il s'est installé comme chef de l'État. Mais cela ne veut pas dire qu'ils l'ont reconnu. La preuve, comme vous allez nous suivre dans cet élément, entre la façon qu'ils ont reconnu Ouattara et la façon de jongler Biya, vous comprenez que Biya est devenu persona non grata. On commence donc à l'écarter petit à petit. Biya est isolé du reste du monde. Biya n'a plus les soutiens qu'il avait. Et Biya... En diplomatie, on le sait bien, chaque mot est pesé, chaque virgule compte. Parfois, un simple choix de terme peut complètement transformer un message. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment un seul unique mot peut en dire long sur les véritables intentions d'une superpuissance. Préparez-vous, on entre dans les coulisses du langage diplomatique. Alors, regardez bien ces deux documents. Ce sont deux communiqués officiels du gouvernement américain. Tous les deux sont adressés à des présidents africains. Et à première vue, franchement, ils sont identiques. Même saut officiel, même ton, très formel, même message de félicitations. On pourrait vraiment croire à un simple copier-coller. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, c'est là que ça devient intéressant. Ces messages ont l'air d'être des jumeaux, pas vrai? Sauf qu'en diplomatie, tout est dans la nuance. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aurait une différence subtile mais absolument cruciale qui nous aurait échappé? C'est un peu notre petite énigme du jour. Allez, on commence notre enquête avec le premier document. Direction la Côte d'Ivoire. On va examiner de très très près le message qui a été adressé au président qui entamait son nouveau mandat là-bas. Voilà donc le message en question. Il a été publié par l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Il félicite le président Alassane Ouattara. En apparence, tout est normal. Mais c'est justement quand on se penche sur la formulation exacte que les choses deviennent beaucoup plus parlantes. Et là voilà la phrase clé. Observez bien. Le texte dit, noir sur blanc, les États-Unis félicitent le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Gardez bien ce mot en tête, réélection. Alors, réélection, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est l'acte d'être élu pour un nouveau mandat. C'est donc une reconnaissance claire, nette et directe, non seulement de la personne, mais aussi de la légitimité de l'élection qui l'a porté au pouvoir. Le message est on n'est plus clair, aucune ambiguïté. Ok,
Maintenant qu'on a bien analysé ce premier cas, passons au second document. Cette fois-ci, notre enquête nous emmène un peu plus loin, au Cameroun, pour voir si on a utilisé exactement le même langage. Et là, on se retrouve face au message destiné au président Paul Biya. La mise en page est toujours aussi formelle, le ton est respectueux, mais en détail, un seul petit mot va absolument tout changer. On va isoler, là encore, la phrase importante. Le message dit « Les États-Unis félicitent le président Paul Biya pour son investiture ». Attention, le mot a changé. On ne parle plus du tout de réélection, mais d'investiture. Et alors, le terme investiture, qu'est-ce que ça implique ? En fait, ça désigne simplement la cérémonie officielle de prise de fonction. C'est un acte formel, un événement qui suit une élection, mais ce n'est pas une validation de l'élection elle-même. En félicitant pour l'investiture, on prend juste acte de la prise de fonction, sans se prononcer sur la manière dont elle a été obtenue. Bon, ça y est, on a nos deux mots, réélection et investiture. Le moment est venu de les mettre face à face pour vraiment comprendre toute la portée de cette différence. C'est là, précisément, que se cache la clé de notre énigme. Et voilà, la nuance dans toute sa splendeur. D'un côté, on valide un processus démocratique, de l'autre, on se contente de reconnaître un fait accompli, la prise de pouvoir. Croyez-moi, en diplomatie, cette distinction n'est jamais, jamais anodine. C'est un message en soi. On peut dire le plus simplement du monde. Un message félicite pour la victoire dans les urnes, et l'autre pour la cérémonie qui a lieu après. Point. C'est aussi simple et aussi énorme que ça. Alors, ok, au-delà de ce jeu de mots, pourquoi est-ce si important ? Quel message politique se cache derrière ce choix de vocabulaire ? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur même de la diplomatie. Un monde où absolument rien n'est laissé au hasard. Et résumons. On a donc deux communiqués quasi identiques, mais avec une différence capitale. Réélection pour l'un, investiture pour l'autre. Cette distinction, ce n'est pas une simple coquetterie de langage. Ça peut être interprété comme un véritable signal politique. Une manière pour les États-Unis de valider à 100% un processus électoral dans un pays, tout en exprimant des réserves, ou en tout cas une distance très prudente vis-à-vis d'un autre. Et tout ça, ça nous ramène à une règle d'or en diplomatie. Ce qui n'est pas dit est souvent bien plus important que ce qui est dit. En choisissant de ne pas utiliser le mot réélection pour le Cameroun, les États-Unis ont peut-être envoyé un message bien plus fort que de longues pages de critiques. En diplomatie, le silence et les omissions, c'est aussi un langage. Et c'est souvent dans ces subtilités que se niche la véritable politique étrangère. Cette émission, c'est pour dire à l'ambassadeur américain, va dire à ton président là, Regardez. l'homme derrière là, que son plan, nous connaissons. Le Cameroun vous attend, on connaît vos plans. On vous attend. On peut réussir partout ailleurs là, et tenter par le Cameroun. Donc pour l'ambassadeur américain qui est assis là-bas, c'est le message que nous envoyons, le NFA envoie, que nous disons à Donald Trump. S'il veut, ça dit que s'il veut voir le feu, il joue avec le Cameroun. Tu dis quoi? Reprends un peu, reprends un peu. L'ambassadeur américain va dire à ton président là, l'homme derrière là, que son plan, nous connaissons. Le Cameroun vous attend, on connaît vos plans. On vous attend. On veut réussir partout ailleurs là, et tenter par le Cameroun. Donc pour l'ambassadeur américain qui est assis là-bas, c'est le message que nous envoyons, le NFA envoie, que nous disons à Donald Trump. S'il veut, ça dit que s'il veut voir le feu, qu'il joue avec le Cameroun. Ok. Donc, vous voyez comment ces gens sont des comédiens. Quelqu'un assis, il a faim. Et il vient parler à Donald Trump. Puis lui, en même temps deux mouvements, il dit qu'allez, allons bombarder, bombarde. On fait quoi? J'ai toujours dit l'orgueil que nous avons là et que vous avez là au Cameroun. Que oh, le continent, c'est le continent. Quel continent? Le continent, c'est le continent. Donc, le Cameroun, lui, ne fait pas partie de la planète. Le Cameroun, lui, c'est un pays qui a les missiles. Donc, vous confondez déjà à Vladimir Poutine. On a quels équipements? On peut faire quelle guerre? Bombardement seulement, boum, boum, boum. C'est fini. Nous ne voulons pas ça. Ce n'est pas parce que les Nathalie Yam se lèvent et disent que oh, c'est vous qui êtes partis chercher les vieux sénateurs américains. On est même en train de rigoler avec quoi?
Vous prenez une affaire comme des blagues. Parce qu'ici, nous sommes. Parce que c'est Paul Biya lui-même qui a donné le fouet pour se faire battre. Depuis longtemps, il y avait des faits qui ne faisaient que s'accumuler. Comme j'ai par exemple dit, les crimes de guerre, la torture qui est devenue, puisque d'ailleurs chaque Camerounais te dit, on t'attend ici, au pays. On a vu ce qu'on a fait de Martinez Zogo. On voit ce qu'on fait des autres, ou encore des organisations de défense des droits de l'homme. On voit comment est-ce que ces gens, tellement bénéficiant d'impunité, se croient être au-dessus de la loi. Et ils croient que, parce qu'ils disent que nous sommes un État souverain, que ça suffit. Mais le Gabon va dire je suis un État souverain. Voilà le Nigeria, première puissance africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des problèmes interreligieux entre chrétiens et musulmans. Donald Trump a un rapport que le président Tinubu n'agit pas contre certains qui commettent des exactions envers des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu continues là, je viens te bombarder. Est-ce qu'il a dit que je vais passer par l'ONU, que je vais passer par ceci, que je vais demander à ceci? Il dit ça au Nigeria, 210 millions d'habitants, qui a une armée supérieure à la nôtre, puisque l'armée du Tchad dépasse celle du Cameroun. Vous le savez, dans le classement des armées seulement d'Afrique centrale, l'armée du Tchad est supérieure à celle du Cameroun. Et au-delà de ça, celle du Cameroun est déjà en proie à plusieurs conflits. Onozo, Boko Haram, sans pour autant oublier maintenant un autre foyer qui vient de s'allumer. Et c'est contre les Américains que vous voyez Bandakani qui mange le gari sucré. Et vous allez voir le feu. Vous allez voir. Dès que le gars là entend seulement boum, ouais, le gars là va entrer dans le WC. Lui-même il va creuser. Le WC traditionnel, il va entrer là-bas, se cacher. Bandakani, Bandikani que vous voyez là. Et il parle à l'ambassadeur américain. Vous avez vu le président nigérian qui lui-même est parti dire que vraiment, il faut qu'on négocie ça, qu'on fasse ceci et vraiment, je vais régler ça. Il ne faut pas que Donald Trump se fâche et tout ça. Il menace l'Afrique du Sud. C'est une guerre de puissance. On n'est pas là pour les sentiments, c'est exactement comme Paul Biya fait avec nous, non? Quand Paul Biya dit que allez, toi là, Binis là, tu vas en prison. Pourquoi est-ce que vous ne discutez pas? Paul Biya est fort. Vous dites qu'il est fort, non? Il décide, secrétaire général, tu vas en prison. C'est fini. Pourquoi vous ne dites pas là-bas que vraiment, c'est aussi un responsable du gouvernement? Non, non, non. Mais comme c'est lui le chef de l'État, comme c'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a ceci. Du coup, attends, me barrer en prison. Du coup, vous avez, comment on l'appelle, comment on l'appelle encore? Les anciens secrétaires généraux, Marafa, ils sont là-bas, en prison. Mbongo est là-bas, en prison. Donc, vous voyez que Paul Biya est fort. Il va demander l'argent. Que pardon, je veux payer ceci et cela, je veux faire ceci et tout et tout, tout. Et ils peuvent s'endetter comme ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même arriver. Ils te disent que ici, là, on prend déjà tout l'argent là parce que tu ne nous as pas remboursé nos dettes. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rester tranquille. Et de surcroît, il faut savoir que le Cameroun a des dossiers qui ne peuvent pas être fermés. Parce que, par exemple, en 2014, il y avait déjà un dossier sur la table de l'ONU où cette civile avait été tuée. Et c'est Amnesty International qui a répertorié cela avec des images à l'appui. Une centaine avaient été aussi arrêtés. Ils avaient été entraînés vers
la base du Bir, Marwa Salak. Et ils sont recoupés et ils sont venus avec plusieurs éléments. Et cet Iroma, lui également, a des éléments. C'est-à-dire que vous êtes parti enlever en essai canet. Vous avez enlevé Djekam Tchameni. Vous avez installé les snipers sur un poids pour tirer sur les manifestants. Vous avez même tenté de l'enlever, de le tuer lui-même. Tout ceci vient donc s'ajouter à un dossier qui était déjà blindé, puisque même en 2017, ce qui avait été dit par les ONG américaines et qui avait été confirmé par l'ONU, que le Cameroun avait des chambres de torture. On vient donc trouver ça en 2025. Donc vous croyez que nous, on va toujours échapper. C'est pour ça que je dis aux gens, franchement, ce n'est jamais beau de voir une puissance étrangère venir intervenir. Mais comment est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas régler des problèmes pacifiquement? Vous ne pouvez pas savoir que voilà nos frères, qu'il faut s'asseoir, qu'il ne faut pas pousser le bouchon loin parce que vous avez signé des accords internationaux. Mais vous vous accrochez, vous vous agrippez sur une feuille morte que vous appelez souveraineté. Avec quoi? Tout a été répertorié. Maintenant que vous n'êtes pas soutenu par cette communauté internationale, vous avez donc l'ONU. Qui pouvait imaginer que Antonio Guterres, l'ami de Biya, une élection finie au Cameroun, immédiatement, c'est Guterres qui fait déjà une sortie. C'est l'ONU qui étale déjà le régime Biya. Et vous allez dire que ne pas reconnaître Biya au niveau de la communauté internationale, cela veut tout simplement dire que d'abord la communauté internationale valide que Biya n'a pas gagné une élection. Et comme tel également, ils vont trouver que il dirige par effraction, par la force, par la terreur. Et il suffira tout simplement que les avocats de Issa Chiroma montent le dossier correctement comme ils sont en train de le faire. Et le Cameroun va connaître, ou plutôt Biya va connaître des difficultés. Des difficultés parce que on ne peut pas jouer avec le feu. Des difficultés parce que il y a déjà la crise anglophone qui est là. Des difficultés parce que les nordistes vont sortir, ne vont pas laisser ça. Et comme d'habitude, on sait que, bien évidemment, Biya va utiliser comme d'habitude, la force. Et c'est cette force qui le précipitera. C'est donc une arme à double tranchant que de faire un discours alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas gagné une élection et on se bombe le torse en disant que l'ordre régnera. Vous allez faire comment pour faire régner l'ordre? Vous allez tirer sur des gens. Vous allez procéder par la torture, par la terreur.
Et il arrivera donc que les avertissements, l'ultimatum lancé par l'ONU va se transformer en menace d'exécution. Écoutez ceci. Le président qui règne depuis plus de 40 ans vient de recevoir l'ultimatum le plus brutal de toute sa carrière et la planète entière retient son souffle pour voir s'il va enfin tomber ou résister encore une fois. Paul Biya du Cameroun est dans le collimateur de l'ONU après une élection qui a choqué jusqu'aux observateurs les plus blindés et ce qui va se passer dans les prochaines semaines risque de redessiner complètement la carte politique de l'Afrique centrale. Si tu veux comprendre comment ça paraissait intouchable, peut-être la carte de l'Afrique centrale. Lâche ton like tout de suite et abonne-toi parce que cette histoire ne fait que commencer et chaque seconde compte. On y va direct, sans filtre, avec ce que personne n'ose te dire. Le palais d'Etoudia à Yaoundé trône comme une forteresse qu'on croyait imprenable sur un continent en pleine mutation. Derrière ces murs, un seul homme règne depuis plus de 4 décennies, défiant tous les vents du changement qui ont balayé l'Afrique. Paul Biya, le sphinx camerounais, fait face aujourd'hui à une tempête jamais vue. Les Nations Unies, cette machine qui a l'habitude de regarder ailleurs, brandissent maintenant le carton rouge sans trembler. Le ton monte, les accusations pleuvent et le monde entier braque ses projecteurs sur ce leader nonagénaire qui s'accroche à son fauteuil comme à une bouée. Cette confrontation met à nu les fissures d'un système politique complètement fossilisé. Les capitales occidentales chuchotent, les chancelleries africaines paniquent et le peuple camerounais retient son souffle. La pression internationale n'est plus une simple note diplomatique, elle s'alourdit jour après jour. Les experts parlent d'un point de non-retour, d'une ligne rouge explosée lors du dernier scrutin. Les irrégularités ne sont plus des rumeurs de couloir, elles claquent au grand jour avec une violence dingue. La communauté internationale découvre ébahie l'ampleur d'un processus électoral qui ressemble à une gigantesque mascarade. Les rapports s'empilent sur les bureaux des ambassadeurs, chaque page plus accablante que la précédente. Des témoignages venus de tous les coins du pays décrivent une fraude orchestrée au millimètre. Les urnes transparentes promises se transforment en boîtes noires où la volonté du peuple disparaît comme par magie. Listes électorales gonflées, bulletins précochés, bureaux de vote fantômes, le tableau est complet. L'opposition, bâillonnée et morcelée, assiste impuissante à cette parodie. Les médias indépendants sont réduits au silence ou forcés à l'autocensure. Les observateurs internationaux, pourtant rodés aux magouilles, n'en reviennent pas de l'audace des manipulations. Le vernis démocratique s'effrite et laisse apparaître un régime qui n'a de républicain que le nom. Cette élection ne marque pas un tournant par sa nouveauté, mais par l'impudence totale avec laquelle elle piétine les règles internationales. Le secrétaire général de l'ONU convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Les mots sont durs, inhabituels, signe d'une colère longtemps contenue. La résolution qui se prépare condamne sans détour les violations massives du code électoral camerounais. Les grandes puissances, d'habitude si prudentes en Afrique, affichent une unité rare. La France, ex-puissance coloniale et alliée historique, adopte une posture ambiguë mais de plus en plus critique. Les États-Unis, pragmatiques, calculent déjà le coût d'un soutien aveugle à un autocrate usé. L'Union africaine, souvent accusée de fermer les yeux sur ses membres, ne peut plus ignorer l'éléphant dans la pièce. Amnesty International, Human Rights Watch et tous les autres sortent des communiqués incendiaires. Le Cameroun se retrouve isolé comme jamais, son président transformé en paria mondial. Pourtant, dans son bunker doré, Paul Biya semble imperméable à tout ça. L'homme qui a connu l'époque des cassettes audio et des téléphones à cadran cultive une sérénité glaciale. Ses rares apparitions le montrent calme, presque détaché du chaos qui gronde autour de lui. Cette stratégie du silence est son arme absolue. Il laisse ses ministres essuyer les coups, ses porte-paroles nier l'évidence, ses diplomates négocier les gifles. Cette distance olympienne rend fou ses adversaires et déroute les chancelleries étrangères. Comment faire vaciller un homme qui semble avoir transcendé les lois de la gravité politique ? Son entourage le décrit convaincu d'être l'unique rempart contre l'effondrement du pays.
Cette mégalomanie tranquille s'est construite sur des décennies d'allégeances achetées et de révoltes écrasées. Le culte de la personnalité, discret mais omniprésent, gangrène chaque institution. Les fonctionnaires tremblent à l'idée de prononcer son nom. Les ministres se battent à coups de lèche-bottes. Les généraux jurent fidélité jusqu'à la tombe. La machine répressive camerounaise tourne à plein régime, huilée par des années d'expérience. Les services de renseignement infiltrent tout. Les forces de sécurité surarmées et surpayées sont le bouclier ultime. La justice, corrompue jusqu'à l'os, transforme chaque procès politique en formalité. Les prisons débordent d'opposants, de journalistes, d'activistes. Les disparitions forcées et la torture font partie du décor. Cette violence d'État est devenue si banale qu'elle n'émeut presque plus personne. La peur s'est installée comme un brouillard permanent qui étouffe toute velléité de révolte. Pourtant, sous cette chape de plomb, des braises couvant encore, les réseaux sociaux, malgré les coupures d'Internet à répétition, font circuler les images interdites. La génération connectée refuse ce destin dynastique. L'ONU passe à la vitesse supérieure. On parle désormais de sanctions concrètes. Embargo ciblé sur les dignitaires, gel des avoirs à l'étranger, interdiction de voyager. Tout est sur la table. Si ces mesures passent, ce sera un précédent historique en Afrique. Rarement l'ONU aura tapé aussi fort pour une simple question électorale. Cette fermeté traduit un changement de paradigme. Les Occidentaux réalisent enfin que soutenir des dictateurs grabataires crée plus de chaos qu'elle n'en évite. Le souvenir du printemps arabe hante encore les diplomates. Personne ne veut voir le Cameroun plongé dans une transition sanglante, mais l'entêtement de Biya ne laisse plus beaucoup d'options. Les chancelleries multiplient les missions discrètes à Yaoundé pour trouver une porte de sortie négociée. Les émissaires rencontrent l'opposition en cachette par le dialogue national. Mais le régime refuse catégoriquement de reconnaître la moindre légitimité à ses adversaires. Il les traite de terroristes, d'agents étrangers, de tribalistes. Cette rhétorique usée jusqu'à la corde ne prend plus, même chez ses alliés historiques. Les voisins commencent à lâcher du lest. Le Nigeria, géant de la région, exprime ouvertement son inquiétude. Le Gabon, le Congo-Brazza, la Guinée équatoriale, pourtant tenus par des autocrates du même genre, murmurent leur malaise. La solidarité des dictateurs montre des fissures. La peur d'une contagion démocratique terrifie ces régimes bâtis sur les mêmes fondations pourries. L'ascension de Paul Biya ressemble à un thriller politique implacable. Né dans l'ombre d'un village du sud forestier, rien ne le prédestinait à régner un demi-siècle. Son intelligence et sa discipline monacale attirent les missionnaires catholiques qui lui ouvrent les portes de l'éducation. Les écoles coloniales françaises, puis Paris et Sciences Po, forgeant son esprit et sa vision du pouvoir, il devient le technocrate discret et loyal dont Ahmadou Ahidjo, premier président, a besoin. Personne ne voit venir l'ambition froide qui brûle derrière les lunettes de bibliothécaire. Sa stratégie, patience infinie et adaptation caméléon. Il accepte les postes que les autres snobent, devient l'homme de l'ombre indispensable, tisse un réseau de fidélité et de dossiers. Quand Ahidjo, malade, le désigne successeur, tout le monde pense que c'est un gentil continuateur. Grosse erreur. À peine installé, Biya se transforme en Machiavel africain sans pitié. Purges immédiates, fidèles d'Ahidjo virés, exilés, parfois liquidés, les coups d'État réels ou inventés servent de prétexte à une répression massive. Exécution publique, procès truqués, le message est clair, la loyauté ou la mort. Le système Biya perfectionne la corruption comme outil de gouvernance. Le pétrole, même modeste, finance une machine clientéliste géante. Contrats publics, postes dans l'administration, tout se distribue selon un savant dosage ethnique. Chaque groupe reçoit juste assez pour se taire, jamais assez pour menacer la suprématie du clan Betty. L'opposition végète, divisée, corrompue ou harcelée. Le multipartisme n'est qu'un décor, mais aujourd'hui tout craque. Les universités bouillonnent, les étudiants connectés comparent leur sort à celui des autres pays africains qui ont connu des transitions. Ils refusent les pots de vin d'autrefois, hashtag incendiaires, vidéos de répression qui font le tour du monde. La guerre de l'info est lancée.
Chaque bavure devient virale, chaque arrestation crée un martyr. Le régime, formé à la propagande analogique, est totalement dépassé par la révolution digitale. La diaspora, des millions de Camerounais hyper qualifiés, finance la résistance et manifeste devant les... Veuillez nous excuser, ça s'est arrêté. Je vous en prie. Paris, Washington, Londres, leur voix porte, les syndicats se réveillent, les grèves s'enchaînent, les revendications sectorielles deviennent politiques, l'inflation dévore tout, les marchés sont des poudrières, la peur du lendemain disparaît. Quand on n'a plus rien à perdre, les églises abandonnent leur silence complice, les évêques publient des lettres pastorales cinglantes, arrêter un prêtre, ça met le feu aux poudres. Les intellectuels, artistes, rappeurs deviennent les nouveaux porte-voix. Une chanson censurée au Cameroun explose sur YouTube et touche des millions. Dans les couloirs d'Etoudi, on murmure sur la santé du président. Les apparitions sont rares, les discours préenregistrés, les absences médicales à l'étranger de plus en plus longues. On parle de sosie, de mort clinique, peu importe. L'opacité totale alimente les rumeurs les plus folles. Les prétendants à la succession se positionnent dans l'ombre, Premier ministre, ministre de la Défense, chef de la garde présidentielle, le fils playboy, tous savent que la mort de Biya déclenchera une guerre sans merci. Les scénarios vont du rêve, transition à la sud-africaine au cauchemar, Somalie 2.0. Entre les deux, coup d'état militaire ou chaos ethnique, les voisins paniquent. Nigeria redoute les réfugiés, Tchad guette les opportunités, Gabon et Guinée équatoriale tremblent pour leur propre peau. La France est coincée entre ses intérêts et l'opinion publique. Les États-Unis préparent déjà les successeurs. La Chine, elle, reste en contact avec tout le monde. Elle veut juste que ses barrages et ses ports soient protégés. On arrive à la fin de cette vidéo, mais l'histoire de Paul Biya est loin d'être terminée. Les prochains chapitres risquent d'être encore plus explosifs. Plus explosifs et aussi inquiétants, dans la mesure où Paul Biya a prêté serment. Il a donc prêté serment et ses partisans disent que tout est bouclé, que c'est terminé. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est, oui, Paul Biya a prêté serment. Comment va-t-il gérer le Cameroun? Peut-il gérer le Cameroun? Sera-t-il considéré comme un chef d'État ou un putschiste? Sera-t-il reconnu par la communauté internationale? Le Cameroun, aujourd'hui, se retrouve donc pratiquement avec une tête où on ne sait pas réellement celui qui vaincra. Le duel n'est pas terminé. Loin s'en faut. Puisque d'ailleurs, c'est le ministre lui-même, Paul Atangandji, qui avait dit que c'est le classico Real-Barça. Sauf que Real, jusqu'à présent, fait le tirage de maillot. Le Real fait des fautes. Le Real fait des tacles par derrière. Mais est-ce que l'arbitre ou les arbitres internationaux vont considérer cela? Qui sera donc finalement le vainqueur de cette histoire?